Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes dimanche 24 février 2019, il est 10h11. Excusez-moi si je tousse un peu. J'ai voulu déjeuner un petit peu vite fait parce que j'avais un creux. Voilà, le démat. Le démat ou le dématérialisé, pour dire le nom complet, est un... T'as quelque chose à dire sur le sujet, Nage? Non? T'es contre le démat, toi? Surtout que les croquettes pour chat en démat ou pâté pour chat en démat, ça doit pas être terrible, hein. Donc voilà, le démat est un sujet que je voulais aborder. J'y pensais depuis ce matin, depuis que je me suis levé, vers 6 heures. Je regarde si je fais pas de bêtises en même temps. Et voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le démat. Et bon, après, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Globalement, je suis quand même plutôt contre le démat. Bon, à part, ça dépend, après, faut voir au cas par cas. Mais voilà, je suis pas trop fan. Surtout par rapport aux jeux vidéo, aux films aussi, parce que je suis joueur, je suis comment on dit quelqu'un qui regarde des films, tout ça, visionnaire. Je suis visionnaire, non, c'est quelqu'un qui a des visions plutôt. Voilà, donc je suis fan de cinéma, de films télévisés, de séries, de jeux vidéo, tout ça, et en même temps, je suis aussi collectionneur. Et collectionner du mat, franchement, ça n'a pas la même gueule que d'avoir des beaux boîtiers avec des images, un petit livret, tout ça. C'est pas pareil, quoi. D'avoir ces jeux, de pouvoir les mettre quand on veut dans le disque. L'avantage d'avoir une version physique d'un jeu vidéo, prenons au pif, j'ai pris le premier jeu PS4 qui vient, Dark Souls Remastered. Tu prends un jeu, le jour où t'as plus de réseau, plus rien, le jour où le jeu n'est pas sur ta console, tu veux le réinstaller ou quoi, tu prends, hop, tu sors de la boîte, tu le mets dans la console et c'est parti, tu joues tout de suite. Voilà. Enfin, un peu moins maintenant tout de suite qu'avant, parce qu'avant tu prenais un jeu et puis une cartouche Nintendo 4, tu le mettais et le jeu se lançait aussitôt. Depuis l'ère du CD, donc il y a eu déjà les temps de chargement, mais là maintenant depuis la génération PS3, Xbox 360, mais surtout PS3, enfin c'est la même génération, mais c'était surtout au niveau PS3, la plupart des jeux maintenant on doit les installer soit en partie, soit partiellement, soit intégralement sur la console avant de pouvoir y jouer. J'ai pas eu de PS3, mais le petit cousin Zuglut en avait une. Je suis passé complètement à côté. J'ai plutôt eu la Xbox 360 et la Wii, tout simplement parce que ces consoles-là étaient quand même bien moins chères. La PS3 est quand même sortie à un prix assez excessif de base. Et même s'il y avait pas mal d'exclus qui m'intéressaient sur la PS3, voilà, je suis passé complètement à côté. Mais apparemment, c'était pas toujours le cas, mais sur certains jeux, il fallait quand même les installer sur le disque dur, tout ça, avant de pouvoir y jouer. Alors que normalement, si tu as le contenu sur le disque, tu dois pouvoir y jouer à partir du disque. Donc déjà, c'est qu'il se passe quelque chose. Et moi, je vois ça plutôt comme si Sony avait essayé de nous préparer au dématérialisé petit à petit en fait, sans qu'on s'en rende compte. Puisqu'on voit maintenant la génération PS4 Xbox One, pas sur tous les jeux, mais sur beaucoup de jeux PS4, on a, pour la première fois qu'on met le disque, on a du temps d'installation avant de pouvoir commencer à jouer. Alors ça peut être parce qu'il y a du contenu bonus ou quoi, mais voilà, il y a même certains jeux où tu es obligé de les installer en intégralité avant de pouvoir y jouer. Et une fois que les jeux sont installés, tu dois quand même mettre le disque. C'est-à-dire que si tu as le jeu, que tu l'as téléchargé en démat, acheté sur le PlayStation Store, ou que tu l'as en disque et installé complètement, dans tous les, si c'est un jeu disque physique, tu es obligé de mettre le disque quand même. Si c'est un jeu démat, t'as pas besoin de disque puisqu'il n'y a pas de disque. Alors, si tu as un jeu PS4 et que tu l'as installé en intégralité sur ta console et qu'il te faut quand même le disque, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que en fait le disque c'est un petit peu comme une clé. Une clé pour éviter que par exemple la Xbox One s'est fait troller, Microsoft s'est fait troller à la sortie de la Xbox One par rapport à la PS4 parce qu'à la base Xbox One ils voulaient faire en sorte que l'on ne puisse pas se prêter les jeux, que ce soit bloqué, qu'il faille une activation uniquement par internet si je dis pas de bêtises.
qui devait se faire, et après le jeu était bloqué, était lié au compte, tout ça c'était fini. Et ils se sont fait troller par PlayStation, les fans, et ils ont crié au scandale, tout ça, et devant tout ceci, tout ce bordel, Microsoft a reculé, a changé d'avis, a refait comme avant, mais le mal a été fait, et du coup la Xbox One a souffert d'un assez mauvais démarrage. Après, il faut dire que la PS4 n'avait pas un démarrage très fort au début parce que c'était surtout des remasters de jeux PS3. Voilà, rien de bien transcendant dans le lancement de la console PlayStation 4. C'est vraiment par la suite, après, qu'il y a eu un gros arrivage de jeux très intéressants, que ce soit des nouveaux jeux Sony ou des éditeurs tiers. Voilà, c'est clair que la PlayStation 4 a gagné cette génération de consoles, cette guerre de consoles, puisqu'ils ont fait face à Xbox One et la Wii U. La Wii U, elle a souffert déjà d'une très mauvaise communication de la part de Nintendo. Du coup, elle s'est très mal vendue. En plus de ça, beaucoup d'éditeurs tiers ont eu des problèmes. Ils n'ont pas su gérer correctement le gamepad, tout ça. Ils ont eu du mal à travailler avec soit le gamepad, le processeur de la console, tout ça. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Et il y a énormément d'éditeurs qui ont renoncé. Et le fait que la console souffrait d'une mauvaise image, tout ça, beaucoup d'éditeurs qui sont dit que c'était pas la peine de se faire chier à développer des jeux pour une console, que les jeux ne se vendraient pas de toute façon. Donc ce qui fait que du coup, de fil en aiguille, peu de jeux, évidemment peu de ventes, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc face à la Wii U et à la Xbox One qui a souffert d'un très mauvais démarrage, alors que la Xbox 360 avait cartonné, avait fait vraiment un carton plein. Le boulevard était vraiment net pour la PlayStation 4, et ils ont foncé dans le boulevard, ils ont enfoncé les portes, ils ont lancé leur quantité de gros jeux, tout ça, et forcément, voilà, ils ont tout explosé, et puis ils se sont installés durablement sur la durée. Euh, et puis c'est vrai qu'ils sont pas mal améliorés au niveau des serveurs, parce que c'était vraiment Microsoft qui avait inauguré avec... Enfin, c'était pas les premiers, parce que il y a eu la Super Nintendo et la Dreamcast qui ont commencé un petit peu avec le jeu en réseau. La PlayStation 2, il y a eu un petit truc aussi, mais voilà, c'était vraiment la première Xbox avec son Xbox Live, qui avait vraiment démocratisé le jeu en ligne, le jeu en réseau et le contenu en démat, tout ça. C'était vraiment la première Xbox. Donc fort d'une expérience de Microsoft déjà sur le domaine des PC. Et ils ont continué sur le lancé avec la Xbox 360. Sony a vraiment tâtonné. Ils ont essayé de faire quelques petits trucs au niveau de la PlayStation 2. Après, ils ont vraiment lancé leur jeu en réseau, qui a eu un certain succès quand même relatif, parce que du fait que contrairement à Microsoft, le PlayStation, le jeu en réseau était gratuit sur la PlayStation 3, si je dis pas de bêtises. Et puis, mais bon, voilà, il y a eu quelques erreurs, ils ont eu des problèmes de piratage, ça, ils ont eu quand même des soucis, ils étaient encore dans le tâtonnement face à la Xbox 360, c'était pas encore tout à fait ça au niveau de la PlayStation 3, mais ils avaient déjà fait des progrès. Et là, évidemment, au niveau de la PlayStation 4, ils sont arrivés à une expérience de jeu en réseau à peu près similaire à l'expérience, à la qualité de jeu en réseau que l'on peut trouver chez Microsoft et Xbox. Ce qui fait qu'ils ont pu se battre au même niveau pour le jeu en réseau, sauf qu'ils ont fait un meilleur démarrage, plus ils ont récupéré des exclus de la PlayStation 3, donc pour ceux qui les avaient loupés comme moi, puisque j'avais pas de Play 3. Donc ça a permis de découvrir des exclus de la Play 3 sur la Play 4, plus une grosse quantité de jeux intéressants. Alors moi j'ai une longue liste je me suis fait un fichier Excel avec une longue liste de jeux que je veux sur la Play 4 que je n'ai pas encore mais que j'aimerais acheter un jour. Mais j'ai déjà pas mal de titres franchement pour dire qu'il y a quand même des jeux assez sympas. Je vois Agony, bon il y en a que j'ai pas testé encore, BioShock, Dark Souls 1, 2, 3, Dead or Alive 5 Last Round, D3 Become Human, Deus Exe, Doom, Dragon Quest Builder, Dragon Quest Heroes, Dragon Quest Heroes 2, Fallout 4 GOTY, Fallout 76, Final Fantasy X, 10-2, Horizon Zero Dawn complète, Life is Strange 1, Life is Strange 0, Mega Man 11, Metal Gear Solid 5, Micro Machines, Mortal Kombat 10, Outcast, Pang, Prey, Resident Evil Origin, Resident Evil 4, Resident Evil 5, Resident Evil 6, Resident Evil 7, Resident Evil Révélation 1, 2, puis après j'en ai d'autres derrière, mais là je vois pas le titre parce que j'ai des DVD qui masquent, mais voilà, il y a vraiment de quoi faire.
Et globalement, bon, il y a quelques merdes évidemment sur la PlayStation 4, mais il y a quand même beaucoup moins de merdes. Il y a quand même une qualité globale de jeu qui est quand même assez élevée. On trouvera beaucoup moins de merde sur une PlayStation 4 que sur une PlayStation 2 ou sur une Wii, clairement. Il n'y a pas de souci, il y a quand même un minimum de qualité que l'on retrouve. Ah bon, après, des jeux merdiques, ça se trouve quand même, on en trouve sur PlayStation 4, si on cherche bien. Après, il faut le chercher. Mais voilà, globalement, on arrive quand même sur une certaine qualité de jeu, de quantité de jeux également. Quand on va sur n'importe quel site en ligne de commerce, style Amazon, Cdiscount ou quoi, qu'on va sur les jeux en précommande, qu'on compare la liste des gens en précommande sur PlayStation 4, Switch, Xbox One, 3DS, et c'est sur la PlayStation 4 qu'on trouve toujours le plus de titres à arriver. Donc voilà, que ce soit Sony ou les éditeurs tiers, ils ont toujours confiance à la PlayStation 4. C'est vraiment la console qui a gagné cette génération. Alors pourquoi je parle du démat? Parce que j'ai parlé donc de la PlayStation 3 où il fallait déjà commencer à enregistrer du contenu avant de pouvoir commencer à jouer. Sur la PlayStation 4, donc il y a certains jeux qu'on doit installer en intégralité, et les disques font office d'une clé, un petit peu comme un jeu PC qu'on va acheter dans un commerce. On a quasiment 90% de chance, si on achète un jeu PC en magasin, en supermarché, de tomber sur une clé Steam. Donc en fait, on a un disque qui sert à rien, ça sert même pas à quelque chose de le mettre dans l'ordinateur. Il suffit juste d'aller sur la plateforme Steam, d'entrer le code, et puis le jeu se télécharge, et voilà, le disque il sert à rien du tout. Moi franchement, quand j'achète un jeu PC Steam, quand c'est en boîte, en général, autant je suis collectionneur, autant les jeux consoles, je les range bien propres dans l'étagère, autant les jeux Steam en boîte, soit je les traîne dans un coin, soit ça va directement dans la poubelle parce que voilà, le code suffit et basta, ça donne même pas envie de collectionner. C'est vraiment les jeux PC de ma génération des années 90 où je garde précieusement les belles boîtes, tout ça, mais voilà. On arrive petit à petit, donc on s'en rend pas compte, mais Sony nous a préparé petit à petit, doucement, tranquillement, avec la PlayStation 3 et la PlayStation 4 au démat. Xbox One a dû reculer face à la grogne, mais voilà, on parle déjà de la PlayStation 5 qui va arriver, on ne sait pas encore quand. Évidemment, pour contrer le tout, il y aura forcément Microsoft qui va sortir une console, à moins que Microsoft ayant eu beaucoup de soucis, s'ils veulent pas arriver à une catastrophe comme Sega et Dreamcast, et du coup Sega n'a plus fait de console, ils sont devenus des éditeurs tiers. Et comme on parle en ce moment de beaucoup de partenariats entre Microsoft et Nintendo, peut-être que ça serait, franchement, ça ne me surprendrait pas que la prochaine console Microsoft, ce sera une console à la fois Microsoft et Nintendo, une console hybride. Parce qu'il y a des rumeurs qui courent en ce moment où il y aurait du Xbox Live à venir sur la Switch. Après, c'est pas fait, mais il y a des rumeurs là-dessus. Moi, je vois bien la future console Nintendo ou Microsoft qui serait un hybride entre les deux marques et qui pourrait lire à la fois les jeux Xbox et Nintendo. Moi, je vois bien un partenariat comme ça. Surtout que Xbox s'est fait massacrer face à la PlayStation dans cette génération-là. Sachant que pour chaque génération de console, il y a de la place sur le marché que pour 3 consoles à la fois. On le voit bien, quand il y a plus de 3 consoles, il y en a qui se cassent la gueule. En général, c'est vraiment 2 consoles qui se tiennent au coude à coude et une console qui se démarque. On voit la Wii, elle a cartonné parce que elle surfait pas sur le même domaine, elle cherchait pas à égaler la puissance de la PlayStation 3 et de la Xbox 360. C'était un autre type de gameplay, tout ça, donc ils ont cartonné quand même. Ils ont pu se maintenir. Xbox 360 et PS3, ils ont joué au coude à coude, même si c'est Xbox qui a gagné. Là, la génération Play 4, Xbox One et Wii U s'est fait clairement défoncer. Xbox One s'est fait défoncer. PlayStation 4 a gagné. Switch est arrivé avec du retard, mais voilà, il se la joue coude à coude, donc ça se joue maintenant PlayStation 4 Switch. Et on va arriver sur une prochaine génération. Il faudra compter sur Microsoft, Sony, Nintendo, mais il y a des nouveaux concurrents qui arrivent. Apparemment, il y a des rumeurs comme quoi, des infos qui circulent, comme quoi Google prépare sa console. Donc Google est quand même un géant qui a un certain capital financier, qui a les moyens d'engager, de payer vraiment très cher pour avoir des développeurs, les meilleurs développeurs sur le marché, pour avoir les meilleures licences, tout ça. Ils ont les moyens de faire quelque chose d'extraordinaire.
Après, est-ce que ça sera bien fait ou est-ce que ça sera un foirage, on ne sait pas. Donc voilà, Google peut être un concurrent très lourd, très dangereux, à sachant que Microsoft s'est quand même pas mal affaibli sur le domaine des consoles avec la Xbox One. Nintendo, il se méfie un petit peu quand même, et à savoir que la Switch marche bien, mais une grosse partie du catalogue de la Switch, c'est des Reddit, des rediffusions des anciens jeux de la Wii U qu'ils ont ressortis avec quelques améliorations. À part, bon, ils ont quand même des exclus comme Super Mario Galaxy, mais vous voyez, Zelda, le premier Zelda là, de la Switch, puisqu'il y en a un autre qui va arriver, c'est le Zelda qui était prévu pour la Wii U à la base, c'est le Zelda de la Wii U. Le Mario Kart, c'est le Mario Kart de la Wii U. Je peux en citer beaucoup de jeux comme ça qui sont des jeux du catalogue Wii U qui sont sur Switch. Donc Nintendo se méfie, puis ils ont eu des problèmes au niveau de bourse, je crois, il n'y a pas trop longtemps où c'était pas c'était pas la fête quoi. J'ai vu quelques infos sur internet, donc Nintendo se méfie quand même si la Switch marche bien. Microsoft, ils ont eu des soucis. Il y a Google qui arrive, Sony qui marche bien. Il y aurait d'autres constructeurs aussi qui préparent des consoles apparemment. La prochaine génération de consoles risque de faire très très mal. Donc ça ne me surprendrait pas qu'il y ait une console hybride entre Microsoft et Nintendo. Ça serait une bonne surprise. Et donc pourquoi je parle de la prochaine génération de consoles? Parce qu'il y a de plus en plus de rumeurs comme quoi, que ce soit chez Sony ou autre, que les prochaines générations de consoles, ce serait du full démat. Que du démat et plus aucun jeu en boîte. Apparemment, c'est vrai que les nouvelles générations de joueurs arrivent, donc des enfants qui deviennent adolescents puis adultes, qui n'ont pas forcément connu nous les jeux cartouches comme nous. Voilà, ils ont pas, qu'ils sont plus dans le démat, qu'eux ils ont plus bercé dans le démat, tout ça, que pour eux le démat ça fait partie de leurs contemporains, et qu'à la limite ils en ont un petit peu rien à battre des jeux en cartouche, des jeux en disque, que ça leur sert à rien, que ça les encombre, qu'ils en ont un peu rien à battre. Et globalement les ventes si on compare des ventes de jeux cartouches, CD, version boîte et des jeux démat, la tendance aurait plutôt à leur donner raison. Donc j'ai pas les chiffres sous les yeux comme ça, mais je regarde de temps en temps des vidéos, que ce soit sur YouTube ou des articles de presse sur internet, et sur certains titres, sur certains jeux comme Fallout 76, tout ça, les ventes de jeux sont largement supérieures en démat qu'en version physique. Et donc c'est la suite logique que les éditeurs, tout ça, les prochaines consoles ne feraient que du démat. Alors malheureusement, franchement, je sais pas si j'achèterai les prochaines consoles si c'est que du démat, franchement, je sais pas. De mon point de vue personnel. Mais voilà, on arrive vraiment sur le démat qui va finir par englober et petit à petit qui se prépare, qui s'insinue, tout ça. On s'en rend pas compte, mais voilà, Sony nous a préparé déjà avec la PlayStation 3, petit à petit, doucement, la façon dont les disques sont faits, la façon dont on voit qu'on doit charger les jeux avant de pouvoir jouer. Le jeu le plus long que j'ai dû charger, c'était Doom. Quand je l'ai mis dans la console, il m'a fallu pratiquement une journée avant de pouvoir commencer à jouer. Tellement le contenu était long à installer sur la console. Donc voilà, on nous prépare petit à petit sans qu'on s'en rende compte au démat, et finalement on va devoir être obligé. Alors le démat, ce n'est pas uniquement des jeux complets, c'est aussi du contenu supplémentaire, des DLC. Alors là, on va aborder un sujet qui fâche. Il y a des gens qui adorent les DLC, des gens qui détestent les DLC. Moi, je suis plutôt mitigé. DLC, quand c'est cosmétique, bon, des trucs pas forcément indispensables, quelques tenues, quelques trucs, quelques bonus, ou limite de la monnaie du jeu pour ceux qui veulent avancer plus vite, tout ça. Bon, c'est un peu nul, mais bon, c'est pas non plus très gênant. Ce qui m'emmerde plus, moi, c'est par exemple quand, surtout le coup, c'est un jeu qui est sorti sur Xbox One. Un jeu que j'avais bien aimé à l'époque de la Nintendo 64, c'était Killer Instinct Gold. Ils ont sorti un Killer Instinct, donc j'en avais entendu parler sur Xbox One, mais quand le jeu est sorti, il y avait peut-être que 4 combattants et il fallait acheter les combattants en unité, les uns après les autres, passer à la caisse quoi. C'est vraiment nul. Surtout quand on a grandi avec les jeux cartouches, principalement je pense beaucoup à Nintendo 64 où tu avais beaucoup de jeux, que ce soit des jeux de voiture ou des jeux de combat, où la plupart du temps tu es débloqué en avançant dans le jeu. Donc je pense à Dead or Alive 2 sur la PlayStation 2 et Dead or Alive 2 Ultimate sur la Xbox, la première Xbox.
On débloquait les tenues et certains personnages en jouant, en progressant dans le jeu. Donc c'était déjà dans la cartouche, il y avait dans le CD, il y avait juste à avancer dans le jeu, à progresser pour l'avoir. C'était gratuit, il y avait voilà, fallait le mériter. Ça se gagnait au mérite. Ça se gagnait pas en rajoutant la carte bleue quoi. Donc pareil, donc tu avais des voitures, je pense tu avais des voitures bonus aussi dans Vigilant 8 sur une 64, enfin tu avais plein de trucs comme ça se débloquait comme ça au fur et à mesure. Et c'était génial. Maintenant, voilà, sur les anciens Dead or Alive, à chaque fois les tenues tous débloquées gratuitement, tu n'avais rien à payer. Je vois le Dead or Alive 5 Last Round là, que j'ai sur la PlayStation 4. Ils ont fait des saisons de passe et chaque saison de passe, il y en a 7, sauf le 4 qui n'existe plus puisqu'ils l'ont retiré des ventes. Mais chaque saison de passe coûte dans les 90 € à peu près. Vous imaginez 90 € x 7, enfin x 6 puisqu'il en manque un saison de passe, mais c'est la folie quoi. Il y a des centaines et des centaines de tenues et il faut tous les payer pour si on veut avoir le jeu complet. Et ils font ça aussi pour certains personnages dans les jeux vidéo, tout ça, ou pour des campagnes supplémentaires, tout ça. Et souvent j'avais remarqué ça, je sais plus, je crois que c'était dans Street Fighter, Cross Tekken, un truc comme ça, enfin je sais plus si c'était ce jeu-là ou un autre. Sur la Xbox 360, j'avais vu, si vous allez dans le disque dur de la console, sur les fichiers par rapport à un jeu, vous pouvez voir en fait que tout le contenu qui est dans le store de la Xbox 360 par rapport à ce jeu-là, qui est payant contre les vrais euros, est déjà dans le jeu en fait. Il est déjà dans le jeu, il est bloqué. Alors quand tu achètes le contenu en démat, en fait, tu achètes juste une clé d'activation en fait, parce que le contenu tu l'as déjà dans ton jeu, déjà dans ton disque, et il est déjà téléchargé. En fait, il te manque juste la clé pour le débloquer en fait. Et quand on paye pour du contenu, tu payes du vent, tu payes une clé comme une clé d'activation. Pour moi, c'est du foutage de gueule, alors qu'avant c'était du truc qu'ils nous ont donné gratuitement, qu'il aurait fallu débloquer au mérite. Alors ça a le don de m'énerver. Mais comme j'ai tendance à vouloir compléter, être un petit peu complétiste, collectionneur, tout ça, il y a des moments où il y a des contenus, des DLC, des campagnes, j'ai envie de les acheter. Mais quand je vois le prix, j'ai plus du tout envie en fait. Quand je vois les prix abusifs, franchement, pour des gros packs, des gros contenus, à la limite 5 €, ok ça passe. Non, là je suis sur notre vidéo. Mais 90 balles, non, je suis désolé, mais voilà, pour moi c'est du foutage de gueule. Alors le jeu en réseau, donc ça aurait commencé, à la base c'était sur du satellite, et c'était par truc épisodique, donc je pense à Zelda, F-Zero, donc Zelda 3, F-Zero et je sais plus quel jeu, il y a eu quelques jeux comme ça, c'était à l'époque de la Super Nintendo, mais c'était qu'au Japon, et voilà, ils avaient commencé à faire du contenu dématérialisé de cette façon-là. Plus ou moins dématérialisé, donc c'est un petit peu complexe à expliquer. Le premier jeu vraiment réseau après c'était plutôt la Dreamcast, mais ils étaient trop en avance sur leur temps, donc ça n'a pas fonctionné. Donc est-ce qu'il y avait du contenu en démat? Ça je ne sais pas. Moi vraiment ce que ma première expérience de contenu dématérialisé, c'était plutôt avec la première Xbox. Alors quand je dis première Xbox, c'est pas Xbox One, parce qu'il y a eu Xbox 360 et Xbox One, donc c'est vraiment que c'est chiant à expliquer comment ils ont fait les noms des Xbox. Mais voilà, avec la première Xbox, tu avais le Xbox Live, donc l'abonnement pour le jeu en réseau qui était payant évidemment. Alors tu payais soit au trimestre, soit à l'année, soit tous les mois par prélèvement. Mais par contre tout le contenu des maths était gratuit à ce moment-là. Tout était gratuit et ça c'était vraiment cool. Tu payes ton abonnement, mais pour le prix de l'abonnement, donc tu avais quand même le jeu en réseau multijoueur et les autres joueurs, plus téléchargement tout en démat. J'avais des jeux de course, par exemple, je crois que c'était Minot de Madness, tu avais des voitures supplémentaires, des circuits supplémentaires, hop, tu les téléchargeais gratuitement. J'avais plusieurs jeux comme ça, j'avais quand même une belle collection de jeux sur la première Xbox que je n'ai plus malheureusement. Et je téléchargeais tout le contenu, tout était gratuit. Et le premier jeu qui nous a imposé le démat payant, c'est triste à dire, mais c'est une de mes licences de jeux vidéo préférées, c'est Halo. Pas Halo 1, mais Halo 2. Halo 2 tout simplement parce que c'est les premiers qui sont vraiment les précurseurs sur Xbox à faire payer le démat. Tout simplement parce qu'ils avaient sorti des packs d'arènes pour le multijoueur qui étaient payants. Alors je les avais évidemment achetés parce que j'étais fan à mort de Halo 1 et Halo 2. Et il y avait possibilité pour ceux qui n'avaient pas d'accès réseau mais qui voulaient jouer en local de l'acheter en boîte. Donc ils avaient fait une version boîte aussi de ce contenu en démat. Mais par contre ce qui était bien quand même c'était que bon c'était le premier contenu démat payant, mais c'était payant pour l'exclusivité avant-première, c'est-à-dire que ils avaient imposé une règle qu'ils avaient dit à l'avance et puis ils s'étaient tenus, je crois que c'était au bout de 6 mois.
je sais plus si c'était 3 mois ou 6 mois, mais on va dire 6 mois. Au bout de 6 mois, en fait, tout le contenu payant, pour ceux qui n'avaient pas payé, qui étaient prêts à attendre, et bien c'était gratuit. Donc après, tu peux le télécharger gratuitement quand même. Donc là, c'était quand même plutôt, c'était de bonne guerre. On va dire, voilà. Ok, si tu veux en premier, tu payes, mais après, si tu es capable d'attendre, tu l'as gratuitement. Et ils auraient dû pour continuer à faire ça sur les consoles récentes, ça aurait été bien. Parce que là, tu as des contenus des maths qui ne baissent jamais, même qu'il y a des promos, ils ne les font pas. Et je vois par exemple Nier Automata, donc je ne l'ai pas commencé encore et il a l'air vraiment cool ce jeu. Il y a un contenu des maths avec des missions, des costumes, des trucs comme ça qui a l'air vraiment bien. Mais toujours à 14 € quelques, ou 13,99 je sais plus, ils l'ont jamais baissé, jamais bradé. Et finalement, il y a une version GOTY, un truc comme ça qui sort prochainement avec ce contenu des maths supplémentaires. Et franchement, pour quelques euros de plus, j'ai carrément envie de racheter le jeu dans la nouvelle version GOTY plutôt que de payer le démat. Personnellement, je préfère parce que voilà, ça me fait chier de mettre 15 balles dans du contenu des maths. Donc voilà, c'est vraiment. Et maintenant, c'est la plupart des jeux, une grosse partie des jeux que j'ai là. Alors parfois, il y a un petit peu de contenu gratuit sur la PlayStation 4, avec quelques trucs. Bon, la plupart du temps, ça peut être des avatars ou des thèmes, mais parfois, il y a des niveaux supplémentaires, des petits goodies, des trucs sympas gratuits. C'est gratuit, je le prends, voilà, c'est normal. Mais quand c'est payant, franchement, j'hésite. Quand c'est un truc que je veux vraiment et qui coûte cher, à la limite, je me le note sur un fichier, je me dis, sur le blog note, je l'achèterai peut-être un jour, mais voilà, ça me fait chier, j'aime pas ça le débat, franchement. Après, le démat, c'est aussi par rapport aux films, aux séries télé, tout ça, que ce soit en téléchargement gratuit, payant, légal ou pas légal. Bon, pas légal, c'est pas bien, mais c'est vrai que il y a une chose qui motive les gens à télécharger de manière pas légale, déjà, c'est le fait, le manque de choix, la qualité dans les trucs payants, le fait que l'on ne trouve pas forcément tout. Il y a des séries télé des années 90 qui ne sont jamais sorties en DVD et qui n'ont jamais été proposées en vidéo à la demande ou en téléchargement gratuit, payant. Donc c'est ça aussi, c'est un problème. Mais bon, ça c'est un autre sujet, donc on va peut-être pas débattre là-dessus. Mais voilà, le contenu des maths se fait de plus en plus. Des fois, on a l'alternative. On va prendre au pif un DVD, donc là c'est pas le cas, mais des fois, vous voyez, là il y est pas, mais des fois vous avez un bandeau style ultraviolet, je sais pas quoi, au-dessus d'un boîtier DVD, et vous avez un petit flyer à l'intérieur. Donc vous avez le DVD pour mettre dans votre lecteur DVD dans votre ordinateur. Et vous avez une petite fiche avec un code, donc vous allez sur internet, vous enregistrez, vous créez un compte sur le truc, donc des fois c'est ultraviolet, des fois c'est autre chose. Moi j'ai déjà 3 ou 4 comptes sur des plateformes différentes. Vous entrez votre code et puis du coup ça va vous créer une bibliothèque et vous avez du coup le même film que vous avez en version boîte, mais vous l'avez aussi en démat si un jour vous êtes en voyage ou quoi, vous voulez regarder sur votre téléphone, votre tablette. Voilà. Bon, en général, la qualité est pas ouf. Franchement, des fois, c'est pixelisé, c'est assez moche la qualité. En démat, elle est vraiment pas super. Bon, ça a le mérite d'exister et c'est une alternative, c'est offert, c'est gratuit. Donc, quand c'est comme ça, ben, ça mange pas de pain, je prends. Après, j'ai testé la vidéo à la demande dans les débuts à l'époque avec la box Orange et j'avais été déçu. À l'époque, tu payais par exemple pour 24 heures ou 48 heures, je sais plus. J'avais donc payé pour louer Incassable. Et du coup, à la moitié du film, ça frisait, ça plantait et j'ai jamais pu le voir en entier. Donc voilà, tu payes pour du contenu qui est même pas complet et qui marche pas. Donc voilà, j'avais été déçu d'Orange, donc c'était déjà une mauvaise expérience, la vidéo elle demande. À savoir que ça sert quand même d'alternative, que certains ont pu se reconvertir. On pense par exemple à Netflix. Netflix, avant d'être la plateforme de streaming connue et ultra connue et très utilisée, c'était un vidéoclub au même titre que Vidéo Futur. Ils se sont reconvertis et ils ont très bien réussi leur reconversion. Il me semble que Vidéo Futur a essayé de faire la même chose aussi. Ils font du démat, mais voilà, ça marche pas aussi bien que Netflix, c'est clair et net. Après, moi, ce qui me fait chier avec le démat en fil, non, mais voilà, je dis comme je dis. Et voilà, ce qui m'embête, tout ça, ce qui me fait chier, c'est que avec Netflix, tout ça, c'est que voilà, je suis collectionneur en même temps, donc voilà, un truc en démat, je peux pas le mettre dans mon étagère. Et puis si un jour je paye pour un truc sur Netflix et qu'il retire du catalogue ou Netflix n'existe plus, ben je l'ai plus, c'est perdu à tout jamais. Ouais, c'est pas pareil. Donc moi, j'aime avoir mon truc en version disque, en version boîte, tout ça, je l'aime l'avoir en vrai, quoi. C'est mon truc de collectionneur en même temps que fan. Et donc ça, c'est
pour ça que je n'ai pas encore d'abonnement Netflix, même si des fois ça, je vois par exemple en ce moment il y a beaucoup de publicité pour la nouvelle série sur Netflix, c'est Umbrella, que je sais pas quoi. Alors au début j'ai pensé qu'il y avait un rapport avec Resident Evil, parce que Umbrella tout ça, mais non, ça n'a rien à voir. Et c'est des enfants qui, une histoire avec 40 naissances ou 44 naissances, je sais plus, et d'enfants qui un peu particuliers, dont 8 qui ont été recueillis par un vieil homme et qui les a éduqués, tout ça, et qui sont devenus des super-héros pour sauver le monde, un truc comme ça. Enfin, moi, ce que j'ai compris de la pub. Après, j'ai pas regardé plus que ça. J'ai juste vu la pub. Et donc, ils nous disent pas ce qu'ils sont devenus les autres enfants, mais sans doute qu'ils ont peut-être mal tourné, tout ça. Et il y aura un problème de fin de monde, donc et ces jeunes vont devenir des super-héros, tout ça. Et franchement, quand je vois la publicité, tout ça, et la petite musique, bon, déjà, vous allez me dire, oui, il y a Ellen Page, c'est pour ça que ça t'intéresse. Oui, d'accord, je suis fan de cette actrice et je veux toute la collection DVD de ce qu'il y a de cette actrice. Non, mais chacun a des actrices ou des acteurs préférés, c'est normal. Mais voilà, même sans le fait qu'il y ait cette actrice dans cette série, c'est que franchement, la série, comment elle est présentée, elle a vu les publicités, ça donne envie d'aller sur Netflix et de regarder. Bon, j'ai pas d'abonnement, tout ça, mais voilà, ça donne clairement envie. Moi, ce qui m'avait le plus avec Netflix, c'est que, bon, c'est leur délire d'avoir des exclusivités, tout ça, mais ils font un blocage, en fait. Un blocage, et la plupart des exclusivités de Netflix, ils les sortent pas en DVD. Alors il y a eu quelques séries ou quelques films qui sont sortis un petit peu en DVD, genre saison 1, saison 2 et puis pas le reste. Mais voilà, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de contenu sur Netflix qui me plaît énormément, que j'aimerais acheter un jour en DVD, mais j'ai peur que ça se fasse jamais. Et voilà, c'est encore un problème avec des maths et ça m'agace fortement. Après, savoir qu'il y a aussi des concurrences qui se font. Ça plaît pas forcément à tout le monde que Netflix a le monopole. Il y a Disney qui, il y a quelques temps, j'avais eu des articles comme quoi ils retiraient leur bille de chez Netflix et ils commençaient parce que Netflix avait les droits pour faire des super-héros, tout ça, de chez des Marvel, tout ça. Disney maintenant veut créer sa plateforme, je crois. Il y a aussi pas mal de studios, Steve Universal, tout ça, où ils font maintenant leur propre chaîne télé, leur propre plateforme, tout ça. Donc il y a la concurrence qui se fait. Pareil pour les jeux PC en démat, Steam a le monopole, mais ça va bientôt plus être le cas. Il y a d'autres plateformes. Il y a EA avec Origin. Il y a pas mal de plateformes qui se créent, qui se mettent à concurrencer Steam. Oui, bon, voilà, donc le démat, ça bouge pas mal. Donc on sait plus trop vers quel domaine se tourner, et un problème du démat, c'est que maintenant, en fin de compte, pour voir tout ce qu'on voudrait voir, en fait, il faudrait des abonnements sur plein de plateformes. Il faudrait par exemple 15 abonnements si on met 8 à 10 euros par abonnement, à un moment donné, ça fait cher, quoi. Imaginez 10 abonnements à 10 euros, ça fait 100 balles par mois. C'est vraiment excessif. Donc voilà, c'est aussi un problème du démat, alors que le DVD, bon, un DVD quand il sort en hypermarché, c'est 19,90. Au bout d'un an, il est à 5 euros en promo. Donc voilà, moi j'attends un an, si c'est un truc que je veux vraiment bien, et je l'achète à 5 euros. Voire si on attend un peu plus, ça finit par arriver à 1 euro ou moins à Noz ou dans les magasins cash, et puis voilà quoi. Donc il suffit d'attendre un petit peu, on les a pas cher, et puis après on les a pour la collection, on peut les revoir comme on veut, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc et ça évite de payer un abonnement tous les mois. Donc voilà, c'est aussi un des avantages du format physique. Après, le vrai problème du format physique, c'est aussi que ça prend beaucoup de place, et ça, c'est un autre problème, ça, pour gérer la place chez soi, c'est vraiment un souci. Je pense qu'on est, si vous êtes comme moi collectionneur de jeux vidéo, de DVD, de films, tout ça, vous avez tous rencontré à un moment donné ce problème, à savoir comment faire, comment s'organiser, c'est vraiment pas facile. Oui, ben, c'est ce que je sous-entends, on va s'organiser. Donc voilà, le démat, c'est vraiment un problème de société, mais c'est un problème actuel, un problème où on est en plein dedans. Alors la nouvelle génération, tout ça, les enfants de maintenant, tout ça, ils ont grandi avec le démat, donc ils n'ont pas ce dilemme, ils n'ont pas ce problème que nous on se pose là, donc eux ils en ont à limite rien à battre, ils s'en battent les couilles, le démat c'est leur vie, ils ont un truc, sur le moment ils l'ont, tant mieux, ils l'ont tout de suite, s'ils l'ont pas, ben, tant pis, ça va rien changer à leur vie. Si vous êtes comme moi, plus des années 80, 90, tout ça, que vous avez grandi avec les cassettes vidéo, les DVD, ça, les jeux en version boîte ou cartouche, tout ça, voilà, vous avez peut-être plus cette habitude du format physique, de pouvoir le palper, de pouvoir le mettre dans l'étagère, le fait de collectionner, le fait de, voilà, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même chose, et c'est
pas évident de cohabiter avec le démat, et en sachant qu'à terme, c'est vraiment un avenir très proche. À terme, le démat va finir par remplacer complètement le physique. On n'aura plus de DVD, plus de Blu-ray, plus de jeux vidéo en version boîte, ça sera plus que du téléchargement. Et ma foi, ça sera triste. Ça sera malheureusement triste. À savoir que chez Nintendo aussi, les consoles portables, Sony s'est foiré avec la PSP et la PS Vita. Nintendo a bien marché avec DS et la 3DS, mais si vous avez bien fait attention, la 3DS elle est plus qu'en fin de vie, elle est agonisante. Il n'y a plus qu'un ou deux jeux qui sortent en 2019, c'est tout. Et à savoir que Nintendo travaille de plus en plus sur des sorties de jeux vidéo Nintendo sur smartphone, sur téléphone portable. Qu'est-ce que c'est que le smartphone, téléphone portable? C'est encore du démat. Et oui, et franchement, je pensais, comme je savais que la 3DS était finie, je pensais, c'est vrai que ça faisait depuis 2 ans que je pensais qu'une nouvelle console portable allait arriver, que Nintendo nous préparait quelque chose. Pourquoi pas un partenariat avec Microsoft, qui sait, mais maintenant que je sais que Nintendo planche de plus en plus sur des jeux vidéo Nintendo sur smartphone, je pense qu'il y a de grandes chances que Nintendo ait complètement abandonné le format physique, le format portable, et qui ne fasse plus que du démat sur smartphone, et qu'à terme, les prochaines consoles de salon, ce sera également du démat, évidemment, exclusivement du démat, tout comme l'avait déjà prévu Microsoft, et comme le prévoit également Sony, puisque voilà, on le sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils nous ont préparé petit à petit à nous habituer au démat avec la PlayStation 3 et la PlayStation 4, mais contrairement à Microsoft qui ont foncé dedans, Sony a été plus malin, ils ont fait ça un petit peu en loose day, de manière discrète, de manière furtive, de façon à ce qu'on ne s'en rende pas compte et qu'on s'y habitue au démat. Et c'est vraiment très malin de leur part, il faut le reconnaître. Mais voilà, l'avenir c'est le démat. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des choses à rajouter à ce que j'ai dit, des commentaires, des avis, si vous aimez le démat, si vous aimez pas, si vous êtes partagé entre les deux en fonction des cas, tout ça. N'hésitez pas à me... PC, j'aime pas. Voilà, Zuglut, elle, c'est surtout sur PC, hein, notamment avec Steam, quand même, qui est, il faut l'admettre, ce qui est relativement pratique. Un des avantages du démat avec Steam, c'est que Steam et d'autres plateformes, il y a d'autres plateformes aussi qui sont assez sympas. C'est, j'ai cité Steam parce que c'est la plus connue. C'est que le problème avec les jeux PC, vraiment un gros problème, c'est que contrairement aux jeux console, c'est-à-dire que il faut avoir, si le PC est trop récent, le jeu ne marchera pas. Si le PC est trop vieux, le jeu ne marchera pas. Si vous n'avez pas le bon Windows, le jeu ne marchera pas. Si vous n'avez pas la bonne carte graphique, le jeu ne marchera pas. Et des fois le jeu marche, mais au moment donné il plante, on ne sait pas pourquoi. Ça a toujours, depuis les débuts jusqu'à présent, ça a toujours été un gros problème, un gros merdier pour s'en sortir, se dépêtrer, avoir la bonne configuration, ou alors il faudrait avoir plusieurs ordinateurs chez soi avec de plusieurs générations, ce qui prendrait énormément de place en fonction des OS, tout ça, c'est vraiment le gros merdier. Et l'avantage des plateformes des maths comme Steam, tout ça sur PC, c'est que en général les jeux ont été testés, et puis en cas de doute il y a les commentaires, donc on peut voir les commentaires des gens qui disent tout ça, et puis ils recommandent une certaine configuration, tout ça. Donc normalement si le jeu est sur Steam, c'est que normalement il fonctionne, il est fonctionnel. Donc par exemple les jeux Heroes of Might and Magic, j'avais acheté le coffret de l'intégrale, je sais plus à l'époque, j'habitais à Paris, je crois que c'était à Auchan. Ou à Fnac, et la plupart des jeux n'ont jamais marché, je les ai installés, j'ai jamais pu les démarrer sur mon ordinateur. Sur mon ancien ordinateur, celui-là j'ai pas testé encore, mais je crois que ça marche pas non plus. J'étais sous Windows 7 et impossible de les faire tourner. Par contre, si vous achetez ces mêmes jeux en démat sur Steam, eh bien, ils fonctionneront sans problème, peu importe votre configuration, normalement il n'y a pas de souci. Donc voilà, un des avantages, c'est que les jeux sont testés, ils sont configurés, ils ont été modifiés sur les plateformes Steam, Démat, tout ça pour fonctionner. Et si on se rend compte tout de suite que le jeu marche pas, si on n'a pas fait trop de temps dessus, en fait, il y a moyen de se faire rembourser immédiatement le jeu. Si un souci, par exemple, j'avais acheté une compile en promotion à un moment donné de jeux Sega sur Steam. Ça marchait pas, j'ai lancé un jeu, il y avait un problème de framerate, de ralentissement à mort, c'était injouable. J'ai lancé un second jeu, le même problème. J'ai vu que ça allait vraiment pas, donc j'avais que 2-3 minutes globalement, parce que c'est le temps qui comptait sur le... Et il faut pas avoir dépassé un certain temps pour se faire rembourser, donc j'avais fait un... je sais plus comment on appelle ça, enfin...
J'avais suivi la procédure, tout ça, une demande, réclamation, tout ça, un formulaire. J'avais expliqué le problème, le jeu, tout ça. Et puis, je sais plus, ça avait pris un petit peu de temps, mais pas énormément de temps. Je sais plus, c'était une question d'heure ou de jour. Et finalement, je m'étais fait rembourser le jeu. Donc, voilà. Donc, si ça marche pas, il y a moyen de se faire rembourser, tout ça. Donc, voilà, c'est quand même un des gros avantages du démat avec Steam. Donc, comme le soulignait Zulut. Donc, c'est vrai que nous, à part PC, c'est vrai que le démat, c'est vraiment pas ça. Donc voilà, pour dire en conclusion, n'hésitez pas, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, n'hésitez pas à donner vos avis, dire ce que vous en pensez, si vous avez des commentaires, des choses à rajouter, comment vous vivez le démat, est-ce que vous avez des craintes pour l'avenir avec le démat, tout ça, est-ce que ça vous inquiète vous aussi. N'hésitez pas à, voilà, c'est une petite vidéo pour faire un petit peu le point, le bilan sur le démat, tout ça. Voilà, moi j'en parle de mon expérience, de ce que j'avais de ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez sur le démat. Voilà, je vous dis surtout à très très bientôt. Donc on a encore beaucoup de choses à parler aujourd'hui, donc il y aura d'autres vidéos à venir. Allez, je vous dis à très bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.